Je vous propose dans cette vidéo de voir la correction de l'activité scientifique, étude de l'alimentation électrique d'un implant cochléaire par une pile Zin-R pour la classe de terminale STI2D. Dans la barre de description de cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger le document PDF de cette activité. Alors, dans un premier temps, on vous disait que l'électrolyte de la pile Zin-R était basique. Donc, s'il est basique, forcément, le pH de cet électrolyte est supérieur à 7. Et une solution basique contient beaucoup d'ions HO-. Un électrolyte ne permet pas le passage des électrons. Les électrons peuvent se déplacer que dans des conducteurs métalliques. En revanche, un électrolyte permet le passage des ions, c'est vrai. Toutes les piles, effectivement, possèdent 2 électrodes et un électrolyte. Donc, la pile que l'on étudie ici est une pile Zin-R. On voit ici le capot en zinc. Et il y a des petits trous dans le capot ici qui permettent d'avoir un échange avec l'air extérieur, plus précisément avec le dioxygène. Et ici, vous deviez équilibrer ces 2 demi-équations. Donc, cette équation ici, c'est ce qui se passe à une électrode et cette équation-là à l'autre électrode. Donc, il fallait trouver les coefficients ici que j'entoure pour pouvoir ajuster cette équation, c'est-à-dire qu'il y ait équilibre du nombre d'atomes de chaque côté du signe égal et aussi équilibre des charges. Donc c'est très important de savoir ajuster une équation parce que sinon après tout ce qui en découle dans l'analyse de la pile va être faux. Donc bien sûr ces 2 étapes-là doivent être particulièrement bien connues par vous. Donc si on regarde ici par exemple ce qui se passe avec la première demi-équation, c'est ce qui se passe en fait ici. Et on voit qu'il y a production d'électrons. S'il y a production d'électrons au niveau de cette électrode, ça veut dire que cette électrode va émettre des électrons, elle va être négative. Donc voilà pourquoi on a le sens des électrons ici comme ceci, qui part de cette électrode-là à cause de cette équation-là. Et puis bien sûr, si les électrons vont dans ce sens, eh bien, le courant, lui, par convention, va dans l'autre sens. Ensuite, on vous donnait un couple redox mis en jeu à l'électrode de zinc, ZNO/Zn. Et on vous demandait qui dans ce couple a le rôle d'oxydant et qui a le rôle de réducteur. C'est très simple. En fait, vous avez ici le signe divisé. Ce qui est écrit à gauche du signe divisé, par convention, c'est l'oxydant. Et ce qui est écrit à droite du signe divisé, c'est bien sûr le réducteur. Donc, dans ce couple ici, ZNO, c'est l'oxydant, et Zn, c'est le réducteur. Dans ce couple-là, O2/HO-, par convention, ce qui est écrit à gauche va avoir le rôle d'oxydant, donc O2 est l'oxydant, et HO- est le réducteur. Après, au cinquièmement, on vous demandait d'écrire l'équation bilan de la pile, en fait, de ce qui se passe globalement dans la pile. Alors, si on revient aux 2 demi-équations ici, ça traduisait ce qui se passait à une électrode, et ça, c'est ce qui se passait à la deuxième électrode. Mais une pile, en fait, il y a une électrode qui balance des électrons dans le circuit, et les électrons sont récupérés par la deuxième électrode. Donc, pour que ça marche, il faut que la première électrode donne le même nombre d'électrons que la deuxième électrode va récupérer. La première demi-équation, il n'y a que 2 électrons qui sont générés. Or, la deuxième électrode, elle, en récupère 4. Donc pour que ce soit cohérent, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va multiplier la première demi-équation par 2
tous les termes vont être multipliés par 2 pour qu'il y ait 4 électrons qui soient échangés. Ensuite, dessous, on écrit la deuxième demi-équation. Et puis, on va faire la somme, en fait. On va écrire ça, plus ça, égale ça, plus ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Ceci est égal à cela. Et en fait, une fois qu'on a écrit notre équation bilan, en fait, on voit qu'il y a plein de termes qui peuvent s'éliminer. 4H au moins, 4H au moins, 4 électrons, si bien qu'il ne reste que ceci, qui est l'équation bilan de la pile. Chaque implant cochléaire fonctionne avec une pile, et on vous dit que la référence de la pile, c'est une P675. Donc, cette pile-là, elle a une capacité de 570 milliampères heure. Et le courant qui est débité par la pile dans l'implant cochléaire, on vous dit qu'il est de 8 milliampères. Et à la question 1, on vous demande de calculer en heures l'autonomie de fonctionnement de la pile. Bon, alors en fait, si on regarde bien, puisque la capacité, c'est des milliampères multipliés par des heures, si on divise cette capacité par le courant qui est débité, on va trouver la durée de fonctionnement de la pile en heures. 71,3 heures, ce qui fait une autonomie d'environ 3 jours, soit 256 500 secondes. Après, vous devez compléter le document numéro 8 et donc trouver l'expression littérale du nombre d'électrons qui circulent en fonction de la constante de Faraday F, du courant I et du temps de fonctionnement. On a la formule, le nombre d'électrons qui va circuler, c'est I fois T divisé par la constante de Faraday. Alors attention, il faut mettre le courant en ampères, le temps en secondes, et la constante de Faraday doit être donnée dans les unités du système international, c'est-à-dire en coulombs par mol. Bon, ici, c'est bon. On a juste à remplacer dans cette formule, et on va trouver que dans ce cas-là, lorsque la pile fonctionne pendant 256 500 secondes en débitant un courant de 8 milliampères, il va y avoir 2,13 10-2 mol d'électrons qui vont circuler dans le circuit pendant ce temps T. Question numéro 3. D'après l'équation bilan de fonctionnement de la pile, justifiez par un argument simple que c'est le zinc contenu dans la pile qui est le réactif limitant. Alors on va revenir à notre document 6 qui va nous donner l'équation bilan de la pile. Voici l'équation bilan qu'on avait trouvée en faisant la somme des deux demi-équations qui se passaient à chaque électrode, en faisant attention de multiplier la première demi-équation par 2 pour avoir le même nombre d'électrons échangés entre la première électrode et la deuxième. Notre équation bilan de la pile nous dit que 2 mols de zinc vont réagir avec 1 mol de dioxygène pour former 2 mols d'oxyde de zinc. Donc, cette pile va consommer du zinc, du métal zinc, et elle va puiser à l'extérieur, dans l'air extérieur, par les petits trous qu'il y a dans la pile, du dioxygène. Donc, comme le dioxygène est puisé dans l'air, ça fait une source qui ne se tarit jamais, qui ne va jamais s'épuiser. Donc, si notre pile s'arrête de fonctionner, c'est tout simplement parce qu'à un moment, le zinc va s'épuiser. Donc, le réactif limitant, c'est le zinc.
puisque O2, lui, est en quantité illimitée. Pour la suite, on doit compléter le document numéro 9. On vous demande donc le nombre de moles d'électrons qui seront échangés lorsque la pile fonctionnera pendant le temps t qu'on avait calculé précédemment, en débitant, vous savez, un courant de 8 mA avec la capacité de la pile qui est donnée pour l'implant cochléaire. On avait trouvé 2,13 10-2 moles d'électrons qui étaient échangés. Et on vous demande ici le nombre de moles de zinc qui sera alors consommé pour libérer ce nombre-là de moles d'électrons. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut remonter à la demi-équation de ce qui se passe au niveau de l'électrode de zinc. Ici, c'est la demi-équation qui nous dit ce qui se passe à cette électrode. On nous dit que 1 mol de zinc a besoin de réagir avec 2 mols de H au moins. Il va alors être généré 1 mol de ZNO, 1 mol de H2O et vont être libérés dans le circuit 2 mols d'électrons. Ce qui veut dire qu'il y a 2 fois plus de mols d'électrons libérés que de mols de zinc consommés. Donc, si nous, on a réussi à libérer 2,1310-2 mols d'électrons, seront consommés 2 fois moins de mols de zinc. Donc 2,1310-2 divisé par 2, 1,610-2 mols. Connaissant le nombre de mols de zinc consommés, quelle masse de zinc ça va faire? C'est tout simple, c'est le nombre de mols multiplié par la masse molaire du zinc qui est donné ici. Donc on multiplie et on va trouver 0,693 grammes de zinc qui vont être consommés. Le nombre de moles d'oxyde de zinc formés, c'est pareil, il faut regarder la demi-équation de ce qui se passe à l'électrode et on voit bien ici que à chaque fois qu'il y a 1 mol de zinc qui est consommé, il y a 1 mol de ZNO qui est formé. Il y a donc le même nombre de mols de zinc qui est consommé que de mols de ZNO qui est formé. Donc dans le tableau, on va retrouver le même nombre ici. Le nombre de ZNO formé, eh bien, c'est le nombre de zinc consommé. Pour trouver la masse d'oxyde de zinc qui s'est formée, eh bien, on va faire le même calcul que ici. On aura besoin du nombre de moles que l'on doit multiplier par la masse molaire de l'oxyde de zinc. Or, la masse molaire de l'oxyde de zinc, cette valeur-là, puisque l'oxyde de zinc a pour formule ZNO, la masse molaire de ZNO, c'est la masse molaire de Zn plus la masse molaire de O. Donc vous allez faire 65,4 plus 16 et vous allez trouver 81,4. Vous allez multiplier ce nombre-là avec celui-là et vous allez donc multiplier ce nombre-là avec celui-là et vous allez trouver 0,863 grammes d'oxyde de zinc formé. Alors, dans les caractéristiques de la pile, c'est-à-dire ici, on vous dit que la pile neuve a une masse de 1,85 g au départ, quand on l'achète, quand elle est donc neuve, qu'elle est pleine d'énergie. Donc voilà, 1,85. Mais au bout du temps t, elle aura perdu une masse de zinc de 0,693 g. Donc, sa masse, ça va être 1,85 moins cette valeur-là. Oui, mais attention, quand la pile aura fonctionné pendant ce temps t, elle aura formé de l'oxyde de zinc. Elle aura formé 0,863 g d'oxyde de zinc. Donc, au départ, elle a une masse de 1,85 g. Elle perd 0,693 g de zinc et elle gagne 0,863 g d'oxyde de zinc. Eh bien, au final,
la pile usée sera plus lourde que la pile neuve. Elle aura une masse de 2,02 grammes. C'est étonnant, mais c'est parce que cette pile, elle a des petits trous dans le capot et en fait, elle réagit avec l'air extérieur, donc qui lui apporte en fait des molécules de dioxygène. Donc, la masse de la pile usée est supérieure à la masse de la pile neuve. Pour calculer le pourcentage de masse, comment est-ce qu'il a varié ce pourcentage lors du déchargement complet de la pile? Bah, c'est bien sûr la masse de la pile après, moins la masse de la pile avant, multiplié par 100 et le tout divisé par la masse de la pile avant. Bref, on trouve que la pile va augmenter de 9,18% de sa masse. Après, on vous demande de calculer quelque chose qui est assez intéressant. En fait, c'est quelqu'un qui a 2 implants cochléaires et puis qui doit finalement, bien changer les piles régulièrement, sur, 1 année et savoir combien ça va lui coûter. Eh bien, comme une pile, on a calculé précédemment qu'elle se déchargeait en on retrouve ça là-haut, la pile, excusez-moi, je vais le retrouver. La pile, voilà. Elle se déchargeait en 3 jours, puisque la pile avait une autonomie de 3 jours. Donc, si une pile a une autonomie de 3 jours et que on a besoin de 2 piles, puisqu'on a 2 implants cochléaires, sur une année, 365 jours, eh bien donc il nous faudra 243 piles pour toute l'année. Or, le prix des piles ici, c'est de 5 € et on a 5 € pour 6 piles. Bref, on fait le calcul et on va trouver un budget annuel qui est de 203 €. Ça coûte en fait très, très cher de remplacer, les piles de ces appareils-là sur, toute l'année. Tous les appareils auditifs, en fait, ça coûte très, très cher en piles pour les gens. Alors après, on attaque l'aspect énergétique de la pile Zinc-R qu'on vient d'étudier. On vous demande de compléter les unités du système international dans le document 11. Donc pour l'intensité, c'est l'ampère. Pour la tension, c'est le volt. Pour l'énergie, c'est le joule. L'unité de la puissance, c'est le watt. La capacité d'une pile Q, l'unité dans le système international, c'est des ampères multipliés par des secondes. La relation entre la puissance, la différence de potentiel, la tension U et le courant, c'est P égale UI. Et l'expression de la puissance en fonction de l'énergie et de la durée, c'est P égale E divisé par T. Donc, si on est logique et que l'on manipule tout ça, on trouve facilement que l'énergie, c'est égal à la capacité de la pile multiplié par la tension délivrée par la pile. Donc, sachant que E égale Q multiplié par U, on doit calculer, nous, l'énergie E stockée dans une pile P675 neuve. Donc, dans le document 7, on avait la valeur de la capacité énergétique de la pile. On retourne au document numéro 7. Voilà, la capacité de la pile, c'était 570 milliampères-heure. Il faut bien regarder les unités. Milliampères-heure pour 570. Donc, si on redescend, ici, on va utiliser E égale Q fois U. Mais attention, la formule va fonctionner si tout est exprimé dans les unités du système international. Donc, cette capacité de 570 milliampères-heure, il faut la mettre en ampères secondes. 570 milliampères-heure, ça fait 570 10-3 ampères. Et pour avoir des ampères secondes, il suffit de multiplier par 3600. Ensuite, on multiplie par la tension de la pile U.
et on va trouver 2975 joules, la capacité énergétique de la pile, ce qui fait 2,98 kJ. Après, on vous demande de calculer l'énergie massique de la pile. Bien sûr, l'énergie massique, c'est l'énergie de la pile divisée par la masse de la pile. Mais, petite difficulté ici, l'énergie massique, on vous demande de l'exprimer en wattheures, c'est l'unité d'une énergie, des wattheures, divisé par des kilogrammes. Ce qui veut dire que notre énergie de 2,98 kJ ou 2975 joules, il va falloir l'exprimer en wattheures. Pour exprimer en wattheures, c'est simple, il suffit de diviser par 3600. Conclusion, la capacité énergétique E de la pile, c'est 2975 joules, mais c'est aussi 8,23 10-1 wattheures. La masse de la pile, 1,85 g, ça fait 1,85 10-3 kg. On fait cette quantité divisée par cette quantité et on va trouver l'énergie massique EM en wattheures de la pile, 447 wattheures par kilogramme. Ensuite, les gens qui ont cet implant cochléaire, s'ils veulent faire de la plongée, ils peuvent bien sûr aller en piscine, à la mer avec, mais attention, ils ne peuvent pas plonger, très, très profond parce que bien sûr, cet implant cochléaire est un petit peu fragile. On a une capsule ici de l'implant dans l'oreille interne et puis si on plonge, il y a de l'eau de mer qui rentre et qui appuie sur cette capsule. Et si la pression est trop forte, bien sûr, ça peut détériorer la capsule de l'implant. Alors déjà, petit rappel sur le principe de l'hydrostatique. Si on a ici la mer, par exemple, et puis que nous, on plonge là, il règne une certaine pression. Quelle pression il règne? Ça dépend de la quantité d'eau qu'on a au-dessus de nous et de la pression atmosphérique qui règne au-dessus de l'eau. Et puis, la valeur de la pression ici, c'est ρ, la masse volumique du liquide, ici l'eau de mer, multiplié par G, l'intensité de la pesanteur sur la Terre, 9,81, multiplié par H, la hauteur de l'eau au-dessus de nous, c'est-à-dire la profondeur de plongée, plus la pression atmosphérique. Donc, on a P, ici, est égal à ρGH plus P0. Si ici on nous dit qu'au maximum on peut avoir 5 atmosphères, on a donc Pmax moins P0 qui est égal à ρGH et le H c'est celui que l'on cherche. Donc bien sûr, H c'est Pmax moins P0 divisé par ρG. Si on remplace tout ça avec les unités du système international pour toutes les grandeurs physiques, on va trouver qu'on peut plonger au maximum à une profondeur de 39,7 mètres, ce qui fait déjà beaucoup. Après, on doit calculer la force qui va s'exercer sur la capsule. La force, en fait, c'est la différence de pression entre la pression exercée par l'eau de mer moins la pression qui est exercée de l'autre côté de la capsule dans l'oreille interne, c'est la pression atmosphérique, multipliée par la surface de la capsule qui est un disque. Donc la surface de la capsule, ça va être pi d2 sur 4. Et puis, le différentiel de pression, bien sûr, on va l'exprimer en pascal. Et on va trouver que la force qui s'exerce alors sur la capsule lorsqu'on est à cette profondeur limite pour notre implant est de 287 newtons. Bon, comme j'étais un petit peu vite, dans la barre de description, je mettrai également le fichier PDF de la correction du document. Comme ça, vous pourrez le regarder aussi à tête reposée.